Alors, chers étudiants confinés, bonjour. Ceci est donc l'avant-dernière séance de TP d'outils logiciels, puisque la prochaine, ce sera le DS. Le DS qui durera 1h30, puisqu'il n'y aura pas la partie logicielle. Donc, l'heure et demie restante sera consacrée à du TD de mathématiques. Ici, pour cette séance, nous finirons donc le polycopier concernant la stabilité d'un système, puis nous travaillerons sur un sujet de l'an dernier. Alors, définition. Un système est dit stable si sa sortie tend vers 0 lorsque l'entrée devient nulle. D'accord? Donc, vous avez un système ici, voilà, représenté par une boîte, ce qui peut être une équation différentielle qui relie le signal d'entrée au signal de sortie. Eh bien, lorsque l'entrée devient nulle, eh bien, la sortie tend vers 0. Et c'est ça qui définit un système stable. Alors, remarque, vous savez qu'une fonction de transfert, c'est un quotient de polynôme, hein, c'est la transformée de la sortie sur la transformée de l'entrée, et que pour décomposer en somme d'éléments simples, cette fraction, nous factorisons le dénominateur, donc sous la forme P-PI puissance alpha i, hein, produit de P-PI puissance alpha i, où PI sont des nombres complexes ou réels. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'excitation d'entrée cesse? Il reste en sortie une fonction, une somme de fonctions donc de cette forme-là. Alors, je vais vous l'expliquer plutôt dans la diapositive suivante parce que sinon c'est pas évident à comprendre. Donc, y de t tend vers 0 lorsque la partie réelle de tous les pays sont négatives. Alors, nous allons voir ça dans la diapositive suivante. Donc ici, vous avez voilà, votre fonction de transfert avec la factorisation dans C au dénominateur. Et puis, voilà, hein, donc on obtient constante sur P-P1 puissance alpha 1, plus constante sur P-P1 puissance alpha 1 moins 1, etc. jusqu'à AN sur P-Pn puissance alpha n, plus AN sur P-Pn puissance alpha n moins 1, etc. jusqu'à un coefficient sur P-Pn. Donc, la transformée de la place inverse de cette décomposition somme d'éléments simples, c'est la somme des transformées de la place inverse. Donc, si on regarde ici, cette fraction, dans le tableau des transformées, on trouve la formule transformée de la place inverse de factoriel n sur p plus a à la puissance n plus 1, qui est égale à exponentielle moins at fois t puissance n, u de t si on veut ou pas. Voilà, donc ici, vous voyez que vous allez avoir, si on veut calculer la transformée de la place inverse de cette fraction, alpha i, ça va être votre n plus 1, d'accord? Donc il manque le factoriel de n, donc on va diviser par alpha i moins 1, et nous allons donc obtenir votre, vous voyez, moins a c'est moins p1, pardon, je recommence, plus a c'est moins pa, donc voilà, on obtient exponentielle P1t fois t puissance alpha 1 moins 1. Donc, on obtient ceci pour toutes les fractions. Et puis, si la partie réelle de PI est négative, donc PI, je vous rappelle, ça peut être un nombre réel ou complexe, on va donc écrire ici PI sous forme xi plus ji. Donc, on suppose que ici, la partie réelle est négative. Donc, lorsque l'on va faire tendre vers plus l'infini notre t, ici le t il est ici et là, et bien comme nous avons le théorème de croissance comparée, c'est l'exponentielle qui l'emporte, donc on s'occupe de l'exponentielle de pi fois t pour obtenir la limite quand t tend vers plus l'infini, ce qui donne exponentielle de xi plus ji fois t. Nous appliquons la formule exponentielle de a plus b qui est égale à exponentielle de a fois exponentielle de b. Et donc, on obtient exponentielle xit fois exponentielle jyit. Exponentielle jyit, on prend le module, d'accord? Donc, exponentielle de jyit, c'est égal à 1, car le module de ejθ, c'est 1. Donc, il ne nous reste plus que la limite quand t tend vers plus l'infini de l'exponentielle de réel xit. Exponentielle est positive, donc on peut le sortir du module. Et donc, la limite du module de exponentielle PIT, c'est la limite, quand t tend vers plus l'infini, de exponentielle XIT. Et comme XI, nous avons dit en hypothèse que c'est un nombre négatif, alors la limite est nulle. Voilà pourquoi la limite de tous ces termes ici, dans la somme, tous ces termes, c'est 0.
Voilà, donc pour la sortie impulsionnelle, c'est-à-dire quand l'entrée c'est Dirac, la sortie impulsionnelle va tendre vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Nous avons donc affaire à un système stable, d'après la définition de la diapositive précédente. Alors, si vous n'avez pas bien compris ce que je viens d'expliquer ici sur cette diapositive, ce n'est pas bien grave. Retenez juste que lorsque nous avons une fonction de transfert dont les pôles sont à partie réelle négative, alors le système est stable. Allez, c'est parti pour l'exercice qui suit. Alors, on vous donne une fonction de transfert grand G de P qui est déterminée par l'expression grand H de P sur 1 plus grand H de P, et on vous donne l'expression de grand H de P. K, c'est une constante. Première question, calculer grand G de P. Deuxième question, vérifier que quand K égale à 20, grand G de P s'écrit de cette façon-là. Puis, déterminer la réponse du système à une impulsion de Dirac et étudier la stabilité du système. Question 3, si la constante est égale à 2,059, quelle est alors la stabilité du système? Allez, c'est parti. Expression de grand G de P pour commencer. Alors, grand G de P, donc voilà, grand H de P, on vous avait écrit que c'était 1 plus K sur P fois, donc ça c'était dans l'énoncé, 1 sur P facteur de P plus 3. Donc on décompose en somme, on réduit au contraire au même dénominateur la fraction, là, donc ça fait P plus grand K sur P, d'accord? Et donc on obtient P plus grand K fois P carré facteur de P plus 3. Voilà donc l'expression de grand H de P. Alors maintenant, grand G de P, c'est grand H de P sur 1 plus grand H. Donc on va calculer 1 plus grand H. Voilà, donc on réduit au même dénominateur. Donc ici, on va multiplier en haut et en bas par P carré plus P cube, plus 3P carré, si on développe. Donc ça fait P cube plus 3P carré, plus P plus K. Voilà. Et donc maintenant, grand H de P sur 1 plus grand H de P. D'accord? Donc ça, c'est votre grand H de P. Voilà, et l'inverse de 1 plus grand H de P, eh bien, vous avez vu que c'est cette fraction inversée. Voilà. Donc, on obtient l'expression suivante. Alors là, on voit qu'on peut simplifier par P carré facteur de P plus 3, d'où l'expression de grand G de P, P plus K sur P cube plus 3P carré plus P plus K. Voilà. Alors, la question 2. Que se passe-t-il si K égale 20? Si K égale 20, on remplace tout simplement K par 20, ici et là. D'accord? Ensuite, on vous demande de montrer dans cette question que P plus 4, facteur de P carré moins P plus 5, est égal à le dénominateur. Bon, il suffit tout simplement de développer. Hein, ça fait P cube moins P carré plus 5P. Voilà, donc P cube moins P carré, là on va avoir plus 4P carré, donc ça fait plus 3P carré. Ensuite, moins 4P, sachant qu'on avait plus 5P, donc ça fait plus P. Et le dernier, plus 4 fois 5, 20. Voilà. Alors ensuite, on vous demande, que se passe-t-il si le signal d'entrée est une impulsion de Dirac? Alors, vous vous rappelez du schéma que j'avais réalisé sur les précédents exercices. Bon, là, je ne l'aurais pas refait. Mais on calcule la transformée de la place de l'entrée. On trouve 1, tableau, page 8. Et ensuite, eh bien, grand S de P, c'est le produit de la fonction de transfert et de grand E de P, ce qui donne donc P plus 20 sur P plus 4 fois, en fait, on retrouve la fonction de transfert. Alors, il va falloir la décomposer en somme d'éléments simples pour pouvoir calculer sa transformée de la place inverse. Pour cela, première étape, on factorise le dénominateur. P carré moins P plus 5, degré 2, allez, on calcule son delta. B carré, ça fait 1. Moins 4AC, donc moins 20, ça fait moins 19, c'est négatif. Donc les racines sont complexes. Donc ce dénominateur est déjà factorisé dans R, on ne fait rien de plus. Et nous passons à l'étape 2. L'étape 2, c'est y a-t-il un facteur commun? Bon, là on voit très nettement qu'il n'y a pas de facteur commun, donc la fraction est irréductible. L'étape 3, c'est y a-t-il une partie entière? Le degré de A c'est 1, le degré de B c'est 3, donc il n'y a pas de partie entière. Et enfin, l'étape 4, nous décomposons en somme d'éléments simples sur R. Donc, ce sont les facteurs du dénominateur qui nous permettent de déterminer la forme de la décomposition en somme d'éléments simples. Donc, le facteur P plus 4,
engendre l'élément simple a sur p plus 4 et le facteur p carré moins p plus 5, n'oubliez pas, élément simple de deuxième espèce, parce que le dénominateur est à racine complexe conjuguée, donc bp plus c sur p carré moins p plus 5. Allez, c'est parti. Nous calculons maintenant les coefficients. Donc a, on multiplie la fraction par p plus 4 et on remplace p par ce qui annule p plus 4. Moins 4. Donc ça, je vous l'ai expliqué, vous connaissez. Donc ça fait p plus 20 de ce côté-là. D'accord? Ça simplifie par p plus 4. Donc p plus 20 sur p carré moins p plus 5. On calcule, donc ça fait moins 4 plus 20, 16. Sur 16, moins 4 plus 5. Voilà. D'accord? 16, pardon, plus 4 plus 5. Voilà, donc ça fait 25. Ouf, ça va mieux. Voilà, 16 sur 25 pour A. Ensuite, pour obtenir B et C, il y a deux méthodes. Soit on applique la même méthode que pour calculer A, c'est-à-dire on multiplie la fraction par P carré moins P plus 5 et on remplace P par les racines de ce polynôme, sauf que les racines de ce polynôme, si vous regardez bien, elles ne sont pas jojo, puisque ça fait moins B, donc 1 plus J racine de 19 sur 2A, d'accord? Et l'autre, c'est 1 moins J racine de 19 sur 2A. Donc on ne va certainement pas utiliser la méthode pour calculer A, pour calculer B et C. Alors, du coup, comme nous avons deux inconnus B et C, il nous faut deux équations. Nous remplaçons donc P par 0. Alors, ça donne, donc ici, 20 sur 4 fois 5, donc 20 sur 20, 1. De ce côté-là, A sur 4, C sur 5, d'accord? Bon, vous mettez sur pause et vous regardez les calculs. Donc, au final, on obtient C égale à 21 sur 5. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer C. Donc, pour cela, nous allons avoir besoin d'une deuxième équation. Donc, l'astuce du cours, la limite quand P tend vers plus l'infini, de P fois grand S de P. Alors, ça donne, donc n'oubliez pas qu'il faut multiplier tous les numérateurs de toutes les fractions, côté énoncé et côté coefficient. Donc ça donne P carré sur P cube, côté énoncé, et côté coefficient, AP sur P plus BP carré sur P carré. Donc nous obtenons l'équation des plus simples, puisqu'ici, hop, ça se simplifie, ça fait A plus B, et là ça simplifie, ça fait 1 sur P, quand P tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Voilà, donc B égale moins A, nous avions trouvé 16 sur 25 pour A, donc voilà la valeur de B. Allez, il ne nous reste plus qu'à écrire la forme de la décomposition, enfin la décomposition, parce que ça y est, c'est bon. Donc A, on avait trouvé 16 sur 25, rappelez-vous. B, BP plus C, vous vous rappelez ici au numérateur, c'est BP plus C, donc B c'est moins 16 sur 25, nous allons factoriser par 25. Et C, on avait trouvé, alors qu'avait-on trouvé pour C, 21 sur 5, d'accord? Donc C, c'est 21 sur 5, donc sur 25, bah, c'est 105 sur 25, et comme ça, on factorise par 1/25e, et c'est plus simple. Alors, maintenant, nous devons chercher la transformée de la place inverse. Pour cela, on va préparer notre fraction, la deuxième, parce que la première, ça va, hein, on trouve directement dans le tableau, il s'agit de exponentielle moins 4 fois t. Donc pour celle-là, on voit bien qu'il va y avoir un mélange de cosinus et de sinus. On va utiliser les formules, la place inverse de P plus A sur P plus A au carré plus oméga carré. Voilà, ça c'est exponentielle moins AT fois cos oméga t, fois u de t si vous préférez. Et la place inverse de oméga sur P plus A au carré plus oméga carré, qui donne exponentielle moins AT fois sinus de oméga t. Voilà, donc nous allons préparer notre fraction de cette façon-là. Donc le P ici, vous voyez qu'il nous faudrait du P plus A au numérateur, donc du P moins 1/2, ça serait bien. Donc on fait P moins 1/2 plus 1/2, ce qui fait donc moins 16 facteur de P moins 1/2, et après moins 16 fois 1/2, donc ça fait moins 8. Donc voilà pourquoi ici vous avez le moins 8 qui apparaît. D'accord? Alors, nous reprenons donc notre fraction grand S. Donc la première partie, ok, pas de souci. On factorise par 1 sur 25. On a donc moins 16 fois la première formule ici. D'accord? Et plus 105 moins 8, ça fait 97. Et après, voilà, il faut faire apparaître oméga, ça c'est votre oméga. Donc au numérateur, il faut faire apparaître oméga. Donc racine de 19 sur 2. Et donc on divise par racine de 19 sur 2 en facteur.
Voilà, conclusion, qu'obtient-on? Donc 16 sur 25 exponentielle moins kt, ok. Moins 16 sur 25 exponentielle t sur 2 fois le cosinus t racine de 19 sur 2. Ensuite, nous avons 97 fois 2, ça fait 194. Sur 25, je l'ai distribué le 25 au fait, hein, c'est vrai, j'ai oublié de dire, j'ai distribué le 25. Et exponentielle t sur 2 sinus. Voilà, voilà le résultat. Donc là, si on veut, on peut multiplier en haut et en bas par racine carrée de 19 de façon à ne plus avoir de racine carrée au dénominateur. Et voilà ce que nous obtenons. Voilà le résultat final. Donc, alors, la question qui était posée, le système est-il stable? Eh bien non. Alors, pour le justifier, nous avons deux possibilités. Soit on calcule la limite quand t tend vers plus l'infini du signal de sortie. Eh bien, ici, de ce côté-là, ça fait 0. Mais de ce côté-là, ça fait l'infini fois une fonction qui oscille entre moins 1 et 1. Donc, ça ne va pas donner 0. D'accord? Donc, la limite, voilà, est différente de 0. Et puis, une autre méthode, c'est, on a vu précédemment dans le cours, on cherche les pôles de la fonction de transfert. On trouve moins 4, donc c'est un nombre complexe à partie réelle négative. Hein, et on trouve ici 1 demi plus ou moins j racine de 19 sur 2. Donc la partie réelle, la voici, et elle est positive. Donc notre système n'est pas stable. Voilà donc deux justifications possibles, à vous de choisir. Alors maintenant, dans la troisième question, on vous demande le système est-il stable lorsque k est égal à 2,059. Donc pour cela, bien on remplace k par 2,059, hein, donc on obtient ce résultat-là. Et puis ici, on cherche les racines du dénominateur de la fraction, donc delta est négatif, d'accord, donc on obtient ce résultat. Et donc, partie réelle, ici, partie réelle de la première racine est négative, partie réelle de la deuxième racine est négative. Donc, le système est stable. Voilà, donc nous avons fini la partie cours, et maintenant, nous allons travailler sur l'anal du DS pour la semaine prochaine. Allez, à bientôt et bon courage pour la suite. Je vais faire une deuxième partie pour l'anal du DS, ça sera plus simple, je pense.